Bonsoir. Zone à faible émission qui oblige parfois à changer de véhicule, aide ou crédit d'impôt pour s'en procurer, points de recharge de plus en plus nombreux. Les injonctions se multiplient pour nous pousser à rouler en voiture électrique. Oui, mais voilà, dans notre région très rurale et très étendue, est-ce aussi simple? On en débat ce soir avec mes invités. Dominique Charza, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le président de l'AVER Occitanie. L'AVER, c'est l'Association nationale pour le développement de la mobilité électrique. Jacques Perrin, bonsoir. Jérôme Perrin, pardon, bonsoir à vous. Référence au grand Jacques Perrin, évidemment, au regretté. Vous travaillez à la direction commerciale Sud pour Engie Solutions. Oui, c'est ça. Exactement. Bonsoir à vous. Enfin, Sylvain Panas, bonsoir. Bonsoir. Directeur régional d'Occitanie, Total Énergie. Alors, est-ce qu'on peut avoir quelques chiffres repères pour savoir que représente actuellement le parc de voitures électriques dans notre région? Dites-nous, Dominique Charza. Aujourd'hui, en Occitanie, on a 100 000 véhicules électriques ou véhicules hybrides rechargeables. À peu près 66%, c'est des véhicules électriques, donc autour de 70 000 véhicules électriques en Occitanie. Et on observe, là, ces dernières années, une augmentation assez importante du développement du nombre de véhicules électriques dans notre région. Principalement, j'allais dire, des voitures de ville, ou alors on commence à avoir beaucoup de routières aussi, j'allais dire? On commence à avoir des routières. Donc c'est vrai que ça a commencé plutôt sur des petits modèles. On connaît tous les Zoé qui ont eu un bon succès, mais aujourd'hui, tous les constructeurs sortent de nouveaux véhicules et des véhicules qui seront plus gros, plus importants, plus urbains également. On peut le dire, sur un entre-deux, là, quand même. Encore. On est encore sur un entre-deux, oui. On est encore sur un entre-deux, mais... rien ne nous oblige, c'est pour ça aussi. Voilà, pour l'instant, rien ne nous oblige. Simplement, il y a une offre de véhicules électriques qui se développe. Les constructeurs en sortent des modèles. Il y a des aides aussi qui existent pour accompagner la transition à l'électrique pour nos concitoyens. Et donc, ça permet vraiment un développement qu'on voit partout maintenant. Ouais. Alors, je l'ai dit, l'Occitanie est une région très étendue, avec beaucoup de gens qui nous regardent, de zones rurales, qui habitent dans des villages, voire dans des hameaux. Et alors, tout ça, c'est pas toujours très propice à l'aventure électrique. Ils les rechargent où actuellement, leurs véhicules, messieurs? Alors aujourd'hui, comme sur la vente des véhicules électriques, l'installation des bornes est un peu en entre-deux. On commence à avoir de plus en plus de bornes de recharge ultra rapide sur les aires d'autoroute, dans des centres-villes, avec des bornes à la fois recharge accélérée, recharge lente, et également beaucoup d'installations à domicile. Et on a aujourd'hui de plus en plus d'appels d'offres, de marchés qui sont lancés sur l'ensemble des territoires d'Occitanie, donc à la fois portés par les villes, mais également par les syndicats départementaux d'énergie pour justement l'installation de bornes électriques sur l'ensemble du territoire d'Occitanie. Total Énergie développe aussi évidemment l'installation de ces chargeurs. Oui, c'est ça, j'allais y venir. Finalement, la question de la ruralité ne se pose pas, puisqu'aujourd'hui, plus de 80% des charges de véhicules se font à domicile ou sur le lieu de travail. Donc finalement, que l'on soit à la campagne ou en ville, finalement, il n'y a pas de problème. Même, c'est peut-être plus facile d'installer des bornes de recharge à domicile dans un pavillon à la campagne que dans un logement collectif en ville. D'autre part, effectivement, on développe des bandes de recharge haute puissance sur les autoroutes pour permettre des mobilités de plus longue durée. Donc là, on est en train de mailler le territoire pour permettre l'installation tous les 100-150 km de bandes de recharge très haute puissance pour que les gens puissent se déplacer avec leur véhicule électrique sur tout le territoire français, finalement sans stress, comme avec un véhicule thermique. Les places réservées en parking de ville, ça fonctionne ou pas? Parce que moi, je vois souvent des voitures thermiques garées dessus. Ah oui, les coquins se reconnaîtront. Je voudrais juste rajouter un point sur le sujet, c'est pour dire que sur Occitanie, on est plutôt en avance sur l'équipement de bornes sur J'allais dire, il y aurait un des meilleurs ratios en France avec un point de recharge pour 10 véhicules. Voilà, c'est exactement ça. Et ça a été vraiment poussé par ce qu'on appelle les bornes Révéo. En fait, c'est les syndicats départementaux d'électricité qui ont développé un programme qu'on appelle Révéo depuis plusieurs années. Et aujourd'hui, on a 8264 exactement, bornes de recharge sur la voie publique, accessible au public sur Occitanie. Donc avec, effectivement, vous le rappelez, un des meilleurs ratios de France. Question pratique, Jérôme Perrin, les transfos, entre guillemets, ils vont suivre? On va pas trop pomper, finalement? Justement, là-dessus, peut-être aussi une chance en Occitanie, c'est que c'est une des régions les plus productrices d'énergie renouvelable à travers l'éolien, le parc photovoltaïque, l'éolien en mer, l'éolien sur terre, l'hydraulique aussi électrique avec les barrages des Pyrénées. Donc c'est une chance aussi pour le citoyen d'Occitanie de consommer de l'électricité verte
pour recharger son véhicule et le réseau Enedis après justement suivra pour à la fois ces productions-là mais également pour la distribution et la consommation d'électricité des véhicules électriques. Si je peux me permettre, ce point-là est absolument clé, oui. Puisque s'il s'agit de faire tourner des centrales à charbon pour recharger sa voiture avec de l'électricité, ça n'a aucun intérêt. Ça n'a pas trop d'intérêt. Donc le fait de développer massivement les énergies renouvelables sur le territoire occitan, et c'est ce qui est fait par Engie, par Total Energy, par d'autres énergéticiens, permet effectivement d'accéder à une électricité verte pour recharger son véhicule électrique. Et effectivement, la charge d'Enedis est importante sur le territoire pour pouvoir mettre en place les réseaux électriques et les transformateurs qui vont permettre d'alimenter ces nouvelles bornes. Alors justement, on est allé, on va reprendre le débat dans quelques minutes, on est allé chez vous se rendre compte de la donne sur le terrain. Est-ce qu'on peut rouler facilement en voiture électrique en Occitanie? C'est le dossier du 1830 signé Stéphane Compan et Régis Guillon. Des panneaux solaires, un hôtel à insectes et des bornes électriques. La physionomie de cette station essence sur l'aire d'autoroute de Port-Lauragais a totalement changé depuis quelques mois. Une fierté pour la responsable du site qui ne tarit pas d'éloges sur ces nouveaux équipements. Vous avez deux types de bornes, donc une borne rapide, une borne ultra rapide. En règle générale, c'est 20 minutes de recharge pour 80% de batterie, donc ce qui correspond à l'arrêt fréquent de nos clients sur autoroute, quoi. Pour 20 minutes de recharge, ça fait un peu moins de 20 €, quoi. Cette station équipée de 10 bornes s'ajoute aux autres points de recharge installés en zone urbaine et sur autoroute. D'ici la fin de l'année, Total prévoit 300 points de ravitaillement à travers le pays. Cet automobiliste rejoint le littoral. Il devra s'arrêter une nouvelle fois à Narbonne. C'est une organisation différente qui me permet de m'adapter à mes contraintes professionnelles. Par exemple, quand je recharge, je peux envoyer des mails, je peux répondre à des clients, ce que j'avais pas forcément l'opportunité de faire avec un véhicule thermique. Il fallait que je m'arrête de toute façon pour le faire. Donc je combine un peu les deux. Un nouveau modèle qui a du mal à convaincre les automobilistes de voitures thermiques. La difficulté essentielle des voitures électriques, c'est d'abord, je crois, le prix. Donc même l'entrée de gamme est très chère. Mais on se rend compte que l'autonomie est un gros problème. Si on achète un véhicule électrique, il faut avoir un second véhicule. Malgré ses réticences, le volume de vente ne cesse de croître dans cette concession tout électrique. Depuis son ouverture il y a un an, 30 véhicules sont vendus chaque mois à des automobilistes encouragés par la réglementation et les aides financières. Avec les zones ZFE qui sont en train de se multiplier, notamment nous sur Toulouse, on va leur proposer des solutions de changement et les accompagner avec des aides d'État, donc avec le bonus écologique qui va de 5 000 à 7 000 € et des primes conversion qui vont aller de 2 500 à 5 000 €. En France, les ventes de voitures 100% électriques poursuivent leur progression. Elles ont représenté 16% des livraisons en février. Dominique Charzaille le disait, l'automobiliste, c'est quand même une organisation différente. C'est-à-dire, il faut, à l'heure actuelle, j'entends, parce qu'on a bien compris que ça allait se développer, il faut savoir si on fait notamment un long trajet, où on recharge. Voilà, en fait, c'est vraiment une transition. Quand on parle de transition énergétique, transition écologique, le passage à l'électrique, c'est aussi une transition. Donc ça nécessite effectivement de beaucoup plus planifier ces trajets, de pouvoir anticiper la recharge avant de partir, et éventuellement, lorsqu'on fait des très très longs trajets, quand même, l'autonomie des véhicules a beaucoup progressé. Donc ça reste quand même... Il y a une 400 km en moyenne, 650 pour les véhicules haut de gamme. Voilà, on est quand même sur des autonomies qui deviennent quand même tout à fait significatives. Mais lorsqu'on a des très très longs trajets, il faut effectivement anticiper des points de recharge. Alors 90% des usagers chargent leur véhicule chez eux ou sur leur lieu de travail. Donc il faut installer, Jérôme Perrin. Oui, tout à fait. Il faut installer donc des bornes à domicile. Donc là-dessus, beaucoup d'aides existent, à la fois au niveau national, mais au niveau local, avec la région et certaines collectivités locales aussi accompagnent économiquement l'installation de ces bornes. Des groupes comme le nôtre, comme Total également, proposent des services à la fois à domicile et pour l'ensemble du territoire. Et ces installations... C'est simple ou pas? Ça reste assez simple, oui. Là-dessus, par rapport au compteur et à l'alimentation du particulier, c'est des recharges lentes souvent, qui sont faites de nuit, donc qui consomment pas forcément des puissances supérieures à ce que consomme habituellement un domicile.
Les copropriétés s'y mettent aussi. Je pose la question pour ceux qui sont en appartement, qui se disent moi j'en voudrais bien une, mais bon, ça traîne des pieds. Alors justement là-dessus, les copropriétés, ça va être les solutions à trouver à partir de maintenant et pour demain pour justement offrir aux personnes en copropriété une facilité de recharge sur leur stationnement. Donc pour ceux qui ont des parkings privatifs, le fonctionnement est tout de suite trouvé. Par contre, pour ceux qui ont des parkings communs, il va y avoir des solutions à développer à la fois sur l'espace public, mais également sur l'espace privé des copropriétés. Alors ça, c'est un très gros enjeu. On a en France 180 000 copropriétés, c'est 7 millions de places de parking. Et donc évidemment, il va falloir équiper la quasi-totalité de ces places de parking pour que les gens puissent se recharger à leur domicile. Et la première étape, c'est d'amener l'électricité dans ces parkings, puisque les réseaux dans les parkings des immeubles ne sont pas adaptés. Et la loi climat et résilience qui a été votée prévoit un préfinancement de ces réseaux-là. Les décrets d'application sont sortis en septembre 2022. Il y aura des solutions privées qui seront portées par des opérateurs privés. Il y aura aussi une solution publique portée par Enedis, le gestionnaire du réseau public de distribution d'électricité. En moyenne, c'est 450 à 2500 euros l'installation, c'est ça à peu près? Alors, la fourchette? Oui, ça alors dépend. quand je parle de préfinancement, c'est-à-dire que l'installation du réseau pour amener l'électricité dans les parkings coûtera rien à la copropriété. Oui, c'est ce que je disais. C'est ensuite voilà. l'équipement lui-même en interne. Donc c'est chaque ensuite propriétaire de place de parking qui devra payer son raccordement à ce réseau-là et qui paiera une partie. Ça part. Ça part du réseau. Question que tout le monde se pose, Sylvain Panas, à terme, j'allais dire, ça va coûter plus cher, moins cher que le carburant? J'allais y venir justement. Non, mais c'est vraiment moins cher. On parle, alors c'est facturé au kilowattheure, donc l'énergie qui est distribuée dans la voiture. On parle de 55 centimes sur les autoroutes, donc c'est-à-dire à l'endroit où ça va être le plus cher. C'est-à-dire que grosso modo, pour faire 100 km d'autonomie, ça coûte 7 euros. Avec une voiture thermique, c'est plus de 10 dans tous les cas. Et à la maison, quand vous rechargez à domicile, c'est 4 fois moins cher, c'est de l'ordre de 3 à 4 fois moins cher, c'est ça? Donc c'est vraiment très très compétitif. Et d'ailleurs, ça a été un petit peu évoqué pendant le reportage, rouler à l'électrique devient très compétitif aujourd'hui. À l'achat, il y a des aides, et à l'utilisation, aujourd'hui, l'électricité... Ça amortit aussi. Complètement. L'achat de la voiture. Oui. Effectivement, sur le prix de l'électricité, en plus, on a des moyens justement de stabiliser ce prix aussi par rapport à des marchés locaux. Et donc, on n'est pas forcément sur un marché mondial du prix du pétrole. Donc, parce que en ce moment, quand on dit électricité, ça affole les compteurs, sans mauvais jeu de mots, parce que la crise énergétique fait que... Oui, tout à fait. Donc, du coup, le fait d'avoir des solutions locales pour stabiliser aussi, produire et stabiliser les tarifs de l'électricité sont aussi intéressantes pour un passage à l'électrique vis-à-vis des coûts de recharge. Et l'avantage également de la recharge de véhicules électriques, c'est qu'on peut piloter sa recharge. C'est-à-dire qu'on va pouvoir évidemment recharger son véhicule lentement, ça coûtera moins cher, avec des faibles puissances. Ça, c'est le conseil. Et plutôt charger chez vous plutôt et lentement. Voilà. Et en heure creuse. Et en heure creuse. Et ça sera beaucoup moins cher. Et peut-être même en autoconsommation, c'est-à-dire avec sa propre électricité produite par du photovoltaïque. Ça se développe également beaucoup. C'est le rêve de la station-service chez soi, finalement. C'est incroyable. On va peut-être y arriver. Merci d'ores et déjà, messieurs, pour ce premier point, pour vos premiers témoignages et cette expertise que vous nous avez amenée. On commence à y voir plus clair. Mais chez nous aussi, le compteur tourne et c'est le compteur temps. Il est déjà 18h53 et vous le savez, comme tous les soirs sur votre chaîne régionale, l'information de proximité se poursuit. Certains d'entre vous vont avoir rendez-vous avec leurs éditions locales. Les autres, vous restez avec nous parce que le débat continue. Peut-on concrètement et facilement rouler en voiture électrique dans notre région? On continue à poser la question et comme tous les jeudis, on va aller voir comment ça se passe de l'autre côté des Pyrénées avec vous, Giulia Torigna. Bonsoir. Bonsoir. Où en est le développement des voitures électriques en Catalogne, versant espagnol? Alors, au dernier trimestre 2022, il y a eu autant de ventes de voitures électriques et hybrides que de véhicules thermiques. C'était une première en Catalogne. La région est leader de l'électromobilité en Espagne. Pourtant, elle est encore loin d'atteindre les objectifs fixés par l'Union européenne. L'Espagne est en effet tout en bas du classement européen, loin derrière la France. En termes de ventes, mais aussi d'infrastructures, il n'y a pas assez de bornes de recharge pour que le secteur puisse vraiment
ont décollé. C'est en Catalogne que l'on compte le plus de stations de charge publiques, mais le réseau est saturé et trop lent. Il n'y a que 15% de bornes rapides réparties sur tout le territoire. Et alors on en parlait à l'instant, est-ce que l'électricité pour charger sa voiture est moins chère en Espagne comme le carburant ? Pas vraiment, car les prix de l'électricité sont là-bas moins régulés. Alors pour une charge à domicile, tout dépendra de la compagnie et du contrat signé. Il faut compter dans les 2 € pour 100 km dans les meilleures conditions et jusqu'à 40 € les 100 km en recharge rapide, ce qui est beaucoup plus cher qu'en France. Si on choisit cette option, c'est même plus économique de rouler à l'essence de l'autre côté de la frontière. Par contre, à l'achat, c'est en Espagne que la voiture électrique est la plus accessible. Les aides de l'État autour de 7 000 € sont les plus importantes d'Europe. Le pays est aussi un poids lourd dans la fabrication de ces véhicules. L'Espagne devrait devenir le plus gros constructeur européen de voitures électriques en 2030, devant l'Allemagne et la France. Merci Julia. C'est toujours intéressant d'avoir ce comparatif. On parlait à l'instant justement des voitures qui sont notamment de plus en plus produites, évidemment. Qu'est-ce qu'on répond, Dominique Charzat, à ceux qui disent à juste titre c'est quand même un prix beaucoup plus élevé une voiture électrique ? Alors d'abord, à l'achat, ce n'est pas forcément vrai avec les aides. Avec les aides, les prix d'achat des véhicules électriques se rapprochent des véhicules thermiques. Et puis l'aide, elle est de quel ordre à peu près ? Je ne vais pas vous donner de chiffres parce qu'il y a des aides nationales, il y a un bonus à la reconversion. Je ne vais pas vous donner de chiffres, je vais des bêtises. Donc en fait, ce qui est intéressant, c'est d'aller voir les concessionnaires et de voir un peu les offres et les acheteurs pourront se rendre compte. Ça va baisser, quoi qu'il en soit, forcément, plus il y aura de véhicules ? Ça va baisser. Alors, ce qu'il faut dire aussi pour les véhicules électriques, c'est qu'à l'entretien, c'est beaucoup moins cher. Il n'y a pas de vidange avec un véhicule électrique. Ou alors sinon, c'est qu'on vous a eu. On vous a pas vendu un véhicule électrique. Donc il y a moins d'entretien. S'il y a le bruit du moteur et la vidange, c'est pas bon. Et en plus, il y a un mode de conduite d'un véhicule électrique, on freine moins. Tout simplement parce qu'on recharge la batterie. Voilà. Donc, et souvent une conduite plus souple. Donc ça veut dire qu'on peut penser que c'est des véhicules qui auront une durée de vie qui devrait être supérieure aux véhicules thermiques. D'autant plus que la durée de vie des batteries augmente. Les constructeurs indiquent aujourd'hui qu'une batterie a une durée de vie d'au moins 10 ans. Voilà. Ça, c'est un sujet important qui, aussi, à court terme, va faire baisser le prix des véhicules électriques, puisqu'on est en train de s'organiser en Europe, et notamment en France, à fabriquer nous-mêmes les batteries des véhicules. Total Energy, via sa filiale Saft, participe, par exemple, à la construction d'une gigafactory, puisque c'est comme ça que ça s'appelle aujourd'hui, de batteries dans le nord de la France, avec Stellantis, pour fabriquer les futures batteries des futurs véhicules électriques français. Et donc, mécaniquement, ça va pouvoir faire baisser les prix aussi des véhicules, puisque fabriqués en France. Les flottes d'entreprises, elles s'y mettent aussi ou pas ? Oui, alors là, complètement. Pour le coup, que ce soit les véhicules classiques de service, d'entretien utilitaire, on voit de plus en plus de modèles aussi inonder le marché. Les livreurs aussi. Les livreurs également. Dans les zones de centre-ville, on voit aussi, avec l'apparition des ZFE, justement, de plus en plus de véhicules électriques de différentes tailles pour justement répondre aux critères de ces zones-là. Et aujourd'hui, les entreprises ont accès justement, avec aussi des aides là-dessus, aux véhicules électriques. Il y a encore des barrières, j'allais dire, de mentalité quand même qu'il va falloir franchir par rapport à l'automobiliste occitan et français. Oui, je crois qu'effectivement, il faut faire beaucoup de pédagogie. D'ailleurs, j'invite l'ensemble des auditeurs à aller consulter le site de l'Aver Occitanie. On a produit un guide sur la mobilité électrique qui est accessible, qu'ils peuvent télécharger, où on répond à toutes les questions pratiques sur la mobilité électrique. Donc c'est assez pédagogique. Je pense que je parlais tout à l'heure de transition. C'est vrai que il vaut mieux passer à l'électrique pas contraint, c'est-à-dire et ça nécessite quand même une adaptation pour pouvoir voir comment on se déplace, comment on recharge son véhicule, quels travaux il faut faire à son domicile. Vous disiez, celui qui y passe, il revient jamais en arrière. Non, en général, parce que justement, il a fait ce travail, il s'est adapté, il adapte ses déplacements. Il a fait cette transition, et puis c'est un véhicule qui est agréable. Ce sont des véhicules qui sont modernes, qui avec une conduite qui est souple, qui sont plutôt puissants. Voilà. Donc c'est assez confortable. Écoutez, vous avez été en tout cas de bons, j'allais dire, VRP du véhicule électrique ce soir. Messieurs, merci à vous trois de nous avoir effectivement donné des points de repère. Et puis évidemment, on rouvrira le dossier parce qu'on a bien compris
que ça allait monter en puissance. Demain, on revient sur une histoire marquante dans l'Aude. Un certain 21 décembre 2012, c'était l'histoire du pic de Bugarache et de la fin du monde annoncée. Voilà, mystère, rendez-vous demain, 18h30. Bonne soirée.